Et donc, sans transition, nous allons accueillir Philippe Ferracci qui va nous présenter des solutions IA pour protéger la biodiversité. Et on en a bien besoin, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, notamment sur les sujets des feux, mais il va l'expliquer bien mieux que moi. Et donc, je vais aller... Je ne sais pas pourquoi, voilà, ça m'affiche. Ah, je sais pourquoi, c'est qu'il faut que je... Ouais, donc on va y aller. Attends, j'ai juste le... C'est celui-là, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Il est là. C'est bon. Ouais. Okay. Allez, c'est parti. Merci à toi, Philippe. Bonjour à tous, je me présente, Philippe Ferracci, je suis le cofondateur et président de l'ONG Pearson Innovation for the Planet. Déjà en levant la main, est-ce que certaines personnes connaissent l'ONG Pearson? Juste en levant la main. Ok, donc une minorité dans la salle. Non, faut que je me rapproche. Okay. Je vous présentais du coup déjà un peu l'ONG Pearson. C'est une ONG qui a été fondée sur les rapports du GIEC et les accords de Paris. Les émissions de gaz à effet de serre de façon générale en moyenne en français à l'époque où l'ONG s'est fondée, c'est à peu près 11 tonnes de CO2 par an par habitant. Et avec les objectifs de la COP21 à 2 tonnes. En Calédonie, un contexte un peu particulier avec le secteur minier, on est aux alentours de un petit peu plus de 20 tonnes. Depuis les émeutes et depuis la fermeture des usines, ça a un petit peu diminué. Mais on est vraiment très gros émetteurs dans le top 5 mondial des territoires par habitant. Notre objectif quand on a vu ça, c'était de se dire comment on peut développer des innovations open source au service de l'urgence climatique sur les 5 secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, avec une partie centrée sur la protection de la biodiversité de façon générale, également des innovations adaptées au milieu insulaire et à la Nouvelle-Calédonie. Pearson, donc c'est une ONG de 98 membres. On est présent dans à peu près une dizaine de... le réseau est présent dans à peu près une dizaine de pays, avec 4 à 5 pays supplémentaires, en tout cas des membres qui sont en cours d'attente. On est globalement des professionnels engagés sur avec des compétences sur différents secteurs d'activité, l'énergie, la finance, l'industrie. Et la grande particularité de Pearson, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle une polyvalence spécialisée, c'est-à-dire qu'en prenant les expertises dans chaque secteur d'activité, appliquées à un nouveau domaine, on va développer du coup des connaissances et des innovations, des façons de réfléchir, de développer des solutions vraiment particulières et particulièrement innovantes. Mince. Ouais. Le projet, donc, il a commencé en 2019-2020. À l'époque, tout le monde se rappelle du Covid. Et en même temps que le Covid, c'était les super incendies d'Australie. Donc c'est un peu plus de 18,6 millions d'hectares qui ont brûlé. Près de 150 millions de mammifères qui ont été détruits. Donc une catastrophe dont l'Australie est toujours en train d'essayer de se remettre. Et pour donner un ordre de grandeur sur ce que ça représente, c'est comme si vous aviez les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et l'Autriche quasiment rayés de la carte, 70% de la Nouvelle-Zélande, 33% de la France, ou autrement dit, quasiment 110% des forêts françaises, donc plus que ce qu'on dispose de forêts en métropole. Pour vous donner également un autre chiffre, on va parler biodiversité, IA, mais également économie. Pourquoi ? Parce que pour protéger, il faut de l'argent, et il y a un lien avec tout ça. En France, l'Agence nationale des forêts, donc un établissement d'État, dispose d'à peu près 1 milliard d'euros par an pour protéger ces 33% de forêt. Excusez-moi, c'est à peu près 17 millions d'hectares de forêt.
En Nouvelle-Calédonie, on n'est pas épargné. Le feu, c'est un sujet mondial. Le changement climatique, c'est de partout. Et en l'espace de 10 ans, c'est à peu près 180 000 hectares qui ont brûlé en Nouvelle-Calédonie. C'est comme si toute la Calédonie avait brûlé au moins une fois ces 10 dernières années. Vous allez voir que nos cartes ne sont pas des cartes de géomaticiens, c'est vraiment juste plus des illustrations. Et vous connaissez beaucoup mieux que nous les zones qui ont brûlé au travers de vos services, au travers de l'ensemble de la donnée géomatique qui est produite au sein de la province, du gouvernement, enregistrée un peu de partout. Les impacts sur les feux, sans rentrer trop dans le détail. Biodiversité, climatique, sociaux, biodiversité, faune et flore, on l'a vu avant avec l'Australie. Émissions de gaz à effet de serre avec tout le CO2 stocké notamment dans la biomasse. Sociaux, déplacement de population, perte d'emploi. Je ne vais même pas rentrer dans la partie des émeutes, mais on connaît du coup les enjeux qu'ont le feu. Les enjeux qu'on connaît moins sur le feu, en tout cas qui sont moins publics, moins connus, et c'est de là que par notre innovation et le projet IA et le projet de protection de la biodiversité, c'est que lorsqu'un hectare brûle, c'est en moyenne entre 20 à 80 000 euros, donc entre 2,4 millions et 10 millions de francs, de pertes économiques. Entre la lutte contre le feu, l'engagement des forces pour aller lutter contre les feux, faire le point sur qu'est-ce qui a brûlé, comment ça a brûlé, et derrière venir restaurer. Quand on est que sur des forêts, c'est simple. Quand on est sur des feux qui partent de la nature et qui vont vers des habitations ou des zones économiques, les enjeux peuvent être beaucoup plus importants. On prend les incendies de Californie. Parfois, sur certains hectares, ce sont plusieurs centaines de millions de dollars qui sont partis en fumée. Quand on est parti sur ce constat-là, on avait pour nous notre objectif en interne au sein de l'ONG, 2 objectifs. Protéger en Nouvelle-Calédonie à peu près 10 000 hectares de puits carbone, 180 000 hectares sur 10 ans, c'est à peu près 10 000 hectares par an, grosso modo. Et on a, dans le cadre de nos démarches, vu qu'on a été énormément en lien avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et des territoires comme Hawaï, et que le projet a débuté avec l'Australie notamment, le constat de ce qui s'est passé en Australie, on avait cet objectif sur l'État de Victoria et de Tasmanie de pouvoir protéger à peu près 100 000 hectares. Et on va vous expliquer sur ces chiffres qui paraissent démentiels à l'échelle d'une ONG comment on a approché le problème et comment l'IA approchée à la géomatique nous permet aujourd'hui de commencer à y répondre. Sur la partie prévention, pour faire simple, il y a 2 moyens. Soit on fait une prévention verticale, donc on va couper les branches des racines à peu près 2,50 m, 3 m, pour éviter qu'en lisière de forêt, le feu se propage. Soit on fait ce qu'on appelle un entretien horizontal, on coupe l'herbe relativement basse pour éviter d'avoir du combustible et que les feux se propagent trop vite. Et pour permettre également, sur l'illustration, proche des puits de carbone, donc quand on crée ces bancs de coupe-feu qui vont dépendre en termes de largeur en fonction de la topographie, de permettre également l'accès des pompiers, en tout cas des forces d'incendie, à des zones qui parfois sont trop végétalisées. Les forces de pompiers, du coup, n'engagent pas les moyens véhicules hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'il y a en dessous, ce qui ne permet pas forcément d'attaquer les feux de la même manière. Donc en créant ces bancs de coupe-feu, on va soit permettre aux forces d'incendie de réduire l'impact des incendies. Pourquoi ? Parce que les feux seront mieux attaqués, mieux traités. Soit directement parce que les bandes de coupe-feu sont suffisamment larges et profondes, le feu va mourir de lui-même. Hop là. Je vais y arriver. Hop là. Au final, quand on parle de bandes de coupe-feu, on parle globalement d'entretien d'espace vert, quelque chose de très basique, une tondeuse, une débroussailleuse. Et en Nouvelle-Calédonie, entretenir 1 hectare de bandes de coupe-feu, c'est à peu près entre 250 jusqu'à 430 000 francs par an pour l'ordre de 2, 3, 4, 5, parfois 6 passages pendant la période des feux. Et ça a été notre point de départ. C'était de se dire, je vous parlais depuis le début, c'est un problème économique. Si vous réduisez fondamentalement votre coût d'entretien à l'hectare d'une bande coupe-feu de l'ordre de moins 20, moins 40, moins 50, moins 60, et sur certaines zones jusqu'à moins 80%, vous créez un nouveau marché que les collectivités aujourd'hui auxquelles elles n'ont pas encore accès. Pourquoi ? Parce que la technologie n'existe pas. Mais si demain vous réduisez d'autant
ces coûts d'entretien à l'hectare. Vous permettez du coup aux collectivités de se saisir de ce problème de création de bancs de coupe-feu qui aujourd'hui sont peu effectués, en tout cas pas suffisamment pour protéger des zones de puits de carbone et autres. Et du coup, ce calcul se fait en fonction de l'éloignement, la difficulté d'accès, le nombre d'entretiens annuels, la constance des entretiens, l'automatisation robotique, c'est là où on rentre en jeu, et notamment le coût de la main-d'œuvre. Si on passe par des entreprises, vous avez un coût de main-d'œuvre. Quand vous êtes une ONG, donc une association loi 1901, vous faites appel à des bénévoles, au même titre que Calédo Clean, WWF font appel à des bénévoles pour des plantations. Leur coût pour une plantation coûte beaucoup moins cher que si vous passez par un professionnel, Mango ou autre professionnel qui travaille dans les espaces verts. Donc pour nous, notre objectif, ça a été dans cette réalité économique, comment on fait pour développer une solution à partir, et vous allez voir, en partie développée grâce à l'IA, pour permettre de réduire ce coût d'entretien à l'hectare et de protéger à très grande échelle des puits de carbone en Nouvelle-Calédonie. La solution, c'est ce petit robot. C'est ce petit robot rouge. Globalement, c'est une tondeuse avec un cerveau boosté à l'IA. Et ce projet, on l'a lancé en se disant, on est une ONG, on n'est pas une start-up, on n'est pas une entreprise. Notre mission, elle n'est pas à but lucratif. On ne va pas recréer tout ce qui est... on ne va pas repartir d'une feuille blanche. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est associé à des industriels qui avaient déjà développé des solutions relativement similaires, VitiRover, RoboEthics, qui avaient développé des formes de robots relativement similaires. Et on leur a dit, voilà, notre enjeu, vous connaissez le métier de la tonte d'espace vert. VitiRover est spécialisé viticole dans le secteur des vignes, avec 2500 obstacles par hectare qu'il doit entretenir de façon autonome. On l'a dit très bien, une vigne c'est tout plat, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de racines, il y a une arbre relativement simple à entretenir. Si demain on devait envoyer ce robot en zone sauvage, avec des dénivelés, avec des ravins, avec des crevasses, avec des animaux, comment votre robot se comporterait-il ? Le robot n'était pas adapté. Pendant à peu près 3-4 ans, on a travaillé avec eux sur la base de notre expertise terrain sur quelle est la réalité de la biodiversité calédonienne, quelle est la réalité de la topographie et de notre foncier, comment adapter ce robot-là à nos enjeux. Donc on a en partie utilisé l'IA sur la partie hardware autant que software, donc matériel et logiciel, pour faire évoluer cette solution. On a une solution de gestion de projet, ClickUp, il en existe plein. On a intégré notre IA avec l'ensemble de nos données de gestion pour nous suggérer des évolutions à la fois sur la partie matérielle et sur la partie logicielle. Et l'ensemble de ces données nous a permis progressivement de faire évoluer, en tout cas, la commande auprès de l'industriel pour arriver à un prototype qui fonctionne et qui est parfaitement opérationnel pour la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième enjeu, quand on parle de robots, on revient sur la thématique tout à l'heure évoquée par Esri sur notamment les lignes avec les drones. Au final, on a des solutions de capteurs, de détection, donc des systèmes IoT, donc des capteurs terrain, dans le terrain, qui vont permettre de collecter également énormément de données. Cette donnée va permettre d'alimenter nos modèles, et vous allez voir que rattaché à la géomatique, parce que chaque donnée est géolocalisée vu que le robot parcourt des territoires, on va permettre d'avoir des analyses très fines et un coût économique qui, au fur et à mesure, réduit de plus en plus, qui nous permet d'arriver aux fameuses économies dont on parlait, jusqu'à parfois 70-80% sur certaines zones. L'enjeu de l'IA, c'est la data, et quand on prend l'ensemble des modèles qui existent aujourd'hui, la question elle est à la fois en termes de gouvernance de la donnée, à qui appartient la donnée. Donc il y a une partie de l'IA qui est développée en interne sur la partie directement sur nos logiciels, et sur certaines questions, notamment sur l'identification de la biodiversité et l'ensemble des questions qu'on pourrait être amené à leur poser à terme. Vous verrez, le robot a des capteurs, mais également des caméras. On discutait avec Bird Conservation Program en Nouvelle-Calédonie. C'est l'identification, par exemple, des nids au sol. Vu qu'on a des robots qui vont parcourir des dizaines, voire des centaines d'hectares sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, nos données n'analysent pas, ou en tout cas n'identifient pas les nids au sol. Demain, ce seraient des données via différents modèles qu'on pourrait être amené à géolocaliser et faire remonter dans des applicatifs
dans des applicatifs SIG. Première chose, sur la partie hardware. Donc un hardware qui a été boosté à l'IA. La grande question pour toutes ces questions de robotique, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un robot fasse ce que fait un humain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas la question de la puissance. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup dans la partie industrielle, c'est des machines de plus en plus puissantes qui sont consommatrices d'énergie. Nous, ce qu'on voulait, c'était une solution autonome. Autonome, non pas dans un lieu avec une prise électrique dans une usine, mais en pleine nature, en milieu sauvage. La grande question, du coup, ça a été de se dire, on avait un objectif zéro maintenance. Pour développer ces lames qui ont été brevetées, ça a été de dire, on veut des lames. On avait l'expertise, on avait la connaissance de nos tondeuses, de nos débroussailleuses. À chaque fois, on devait changer le fil, toutes les demi-heures, tous les trois quarts d'heure. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait si demain on envoie un robot sur site pour que pendant 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, on n'ait pas besoin d'aller voir notre robot, il soit autonome sur site et que ça coupe toujours l'herbe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé donc un système de disque avec 2 systèmes d'axes, une rotation ici et 3 hélices qui passent. Et on a également utilisé l'expertise de Vitirover sur la partie des vignes. Vous ne devez pas abîmer un pied de vigne parce que ça met à peu près entre 3 à 5 ans avant de produire du raisin et ça vaut extrêmement cher pour un vignoble. On s'est dit, c'est également un enjeu pour nous majeur. Après la prévention vient la restauration, donc des plantations. On parlait tout à l'heure de Calédocline ou de WWF. Comment est-ce qu'on fait pour minimiser ces coûts de restauration? Dans le coût de restauration vient également le coût de l'entretien des parcelles, donc débroussailler autour des nouvelles plantations. Et donc la grande question a été également de se dire comment est-ce qu'on fait pour que nos lames, qui doivent être résistantes, puissantes, ne viennent pas couper les petites tiges, en tout cas les nouvelles plantations. Donc le design de nos 3 étoiles, donc nos 3 étoiles chinoises, dès qu'elles viennent au contact d'une tige d'à peu près entre 3 à 4 mm de nature type tronc, elles vont tout simplement tourner autour. Donc on a le disque principal qui tourne et cette conception du coup, générée en partie par IA, en tout cas suggérée par IA, testée sur le terrain, nous a permis d'arriver en tout cas à ce développement produit. La deuxième partie, sur la partie hardware, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la question de l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire également une énergie. On n'est pas connecté à une prise de courant. Donc c'était comment est-ce qu'on fait pour optimiser la gestion de l'énergie. Donc nos spécialistes de l'énergie chez Pearson se sont mis au travail. Et on est parti sur une équation qui était très très simple, un petit peu de maths, très rapidement, beaucoup moins technique que les autres sujets d'IA d'avant. L'énergie cinétique, c'est un demi de la masse fois la vitesse au carré. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? C'est qu'au plus la masse augmente, au plus la vitesse augmente, au plus l'énergie nécessaire pour le robot pour se déplacer va augmenter. Et va augmenter de façon exponentielle à cause du carré. Qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On a allégé le robot, on l'a ralenti. Aujourd'hui, on pense à un robot effectuer le même travail qu'un homme, donc faire en sorte qu'il travaille au même rythme. Nous, notre pensée n'est pas du tout la même, c'est de la robotique, ce qu'on appelle éthique. On veut faire en sorte qu'un robot, pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, sans supervision et sans aller le voir sur le terrain, puisse faire son travail. Donc l'objectif, c'est qu'il ait suffisamment d'énergie tout au long de la journée pendant 24 heures pour couper un maximum. Couplé à ça, pour des zones les plus éloignées, on a également un système de station de recharge. Donc le robot fonctionne même principe qu'en usine, en 3-8. 8 heures sur batterie, 8 heures sur le panneau solaire qui est embarqué, et 8 heures donc en pleine journée, il vient se recharger. Et donc il vient également dans des zones sécurisées pour sécuriser les robots, éviter certaines zones de vandalisme. C'est là que l'IA vient également jouer un jeu sur la partie coefficient de puissance et algorithme IA. Et donc là, ça a été la grande révolution chez nous, où avant, un robot, c'était à peu près 350 heures d'entretien. Et aujourd'hui, un robot, c'est 1 hectare. Aujourd'hui, un robot, c'est 1 hectare. Et on espère que dans les 3 à 4 prochaines années, un robot fera à peu près entre 3 et 5 hectares d'entretien autonome
tous les mois en permanence. Les calculs et les optimisations d'itinéraires sur un itinéraire routier, c'est relativement simple. Vous avez un réseau routier, un sens de circulation, et avec une augmentation de la data, vous connaissez les bouchons, on est capable de facilement calculer l'itinéraire soit le plus rapide, soit le plus décarboné, soit le moins consommateur d'énergie d'un point A à un point B. Vous avez un itinéraire, c'est relativement simple. Quand vous êtes en milieu sauvage, en milieu naturel, tous les centimètres, votre robot peut décider de partir à droite, à gauche, devant, derrière, calculer un itinéraire optimisé sur 1 hectare pour faire en sorte qu'un maximum d'espaces verts soit entretenu. C'est une vraie complexité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelle un coefficient de puissance. C'est qu'avec une précision centimétrique, à chaque point GPS, on est en capacité de dire, suite à plusieurs passages, ce point GPS a une rapidité en termes de croissance de la végétation d'un coefficient de temps. En calculant l'ensemble de ces coefficients sur une parcelle qui a été délimitée, identifiée, on va être en capacité de prédire, en tout cas de dire au robot, en tout cas que le robot analyse par lui-même, je dois passer plus de temps sur cette zone-là parce que j'ai une végétation qui a une croissance plus rapide, ou je dois passer à tel endroit parce que la végétation est plus rare, ou en tout cas c'est un endroit où on a des roches en surface, donc il n'y a pas de nécessité de se déplacer. Et en faisant ce travail-là de coefficient de puissance, donc toute cette donnée-là qui est une donnée géomatique, une donnée qualifiée, géolocalisée, qui peut remonter dans des systèmes géomatiques, on va être en capacité avec ce robot d'optimiser les itinéraires, de passer de 350 arts à 1 hectare, et on travaille sur de nouveaux indicateurs, de nouveaux sujets, pour les faire passer aux alentours de 3 à 5 hectares, comme je disais, dans les années à venir. 1 hectare entretenu de bandes coupe-feu, c'est l'équivalent entre 10 à 100 hectares de puits de carbone protégés. Pourquoi? Parce que vous travaillez le périmètre et donc vous protégez une aire. Voilà. Software boosté à l'IA, on vous a fait un petit mock-up de tout ce à quoi toutes les données en tout cas qui remontent dans le logiciel et comment elles sont traitées. Délimitation des zones, donc tout est borné. Une fois plus, il ne faut pas qu'on aille créer de la délimitation physique et donc de l'engagement physique de personnes sur site. Pourquoi? Parce que sinon on augmente le coût de l'entretien. On a une compatibilité RTK, donc une précision centimétrique en termes de déplacement du robot. La grande particularité du robot qu'on a développé, c'est également une gestion de flotte. En Europe, VitiRover a à peu près entre 500 et 1000 robots en circulation selon la période de l'année. Nous, aujourd'hui, la grande question, c'était de se dire comment on a cette capacité de gérer une flotte également à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une province ou à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, pour faire en sorte que les robots communiquent entre eux et que toute la donnée qui remonte dans le cloud puisse à un moment donné, si un robot ne fonctionne plus, en tout cas est en maintenance ou quoi que ce soit, puisse être remplacée et que toute la donnée puisse redescendre. Donc là, cette gestion de flotte est absolument centrale. Pareil, donc gestion de la batterie, des moteurs. Toutes ces données-là, nous également, on les analyse avec une capacité et un éditeur de script no-code qui est également boosté à l'IA, qui, en fonction des données que le robot va nous remonter du terrain, on va être capable de lui envoyer des scripts pour lui dire optimise tes itinéraires à tel endroit ou à tel autre. Pareil, l'objectif, c'est que quand le robot tombe dans un trou, ou en tout cas se bloque une roue, qu'on n'ait pas besoin de faire 200 km pour monter et venir juste le débloquer. On a une télécommande qui a été ajoutée, donc un système un peu de joystick numérique pour manœuvrer le robot et le dégager. Et on a également des systèmes de caméras donc qui permettent et qui permettront à terme, donc ça c'est une vraie évolution, c'est les vraies avancées qu'on va avoir dans les prochaines années, de pouvoir faire de l'identification. Aujourd'hui, le plus gros enjeu technique qu'on a, c'est que quand on coupe l'herbe, on a de la poussière qui vient se mettre sur nos capteurs. Donc comment protéger nos capteurs pour pendant pareil, 6 mois, 8 mois, on ait des capteurs qui soient propres. Pourquoi? Parce que sinon derrière, l'analyse de l'image va être encore plus complexe, notamment sur des nids, sur l'identification d'espèces et ainsi de suite. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille et qui commencent à porter leurs fruits.
Et enfin, dernier point, sur toutes ces données-là, vu qu'on fait partie du club de la géomatique, toutes ces données-là sont rendues open source, donc qui pourront alimenter à un moment donné à la fois des questions que vous pourriez poser à des modèles d'intelligence artificielle et remonter dans vos systèmes SIG. Tout simplement pourquoi, dans le secteur agricole, si nos robots ont couvert 80% du territoire par système d'échantillonnage, ou implanté une exploitation agricole en fonction de telle plante ou telle autre, pour faire en sorte que la production agricole soit la plus productive, en tout cas avoir le sol qui soit le plus capable de faire grandir des plantes tout simplement. Donc toute cette donnée qui est non intrusive, donc qui va se faire en surface, grâce à nos différents coefficients de poussance et l'analyse de la biodiversité qui est rattachée, ce sont des données qu'on va pouvoir du coup venir fournir pour alimenter d'autres calculs, d'autres analyses qui pourraient être utilisées par des collectivités ou des associations. Dernier petit sujet, c'est un projet avec un budget relativement conséquent. C'est plus de 5 ans de R&D, à peu près 30 millions investis par l'ONG depuis 5 ans. Un petit peu plus de 21 millions de temps bénévole, donc c'est des heures et des heures incalculables de 98 membres absolument passionnés, mais également un engagement financier qui a été levé par l'ensemble de nos membres, des déplacements, l'achat de moteurs, l'achat de panneaux solaires, l'achat de différents équipements pour arriver à la création de ce petit bonhomme, déplacements en Australie, participation à des conférences. Et on a eu, je voyais tout à l'heure qu'il y avait Guillaume qui s'est absenté. On a eu la chance également de présenter cette innovation au Salon Vivatech de l'innovation à Paris, qui a été un accueil absolument incroyable, des opportunités vraiment confirmées. Pourquoi ? On a notamment des agriculteurs proches de la forêt amazonienne qui ont les mêmes problèmes que l'Australie, que la Calédonie, que plein d'autres territoires, et qui aujourd'hui n'ont jamais trouvé, en tout cas, de solution low-tech, biotech, green-tech, ce que vous voulez, pour adresser le problème. Aujourd'hui, c'est une solution qui, pareil, à terme, on espère pouvoir, du fait que l'ensemble de nos solutions soient open source, de la conception du robot à son utilisation et le logiciel qu'on a pu développer derrière, on espère pouvoir, en tout cas à terme, après avoir mis un site pilote en Nouvelle-Calédonie, pouvoir l'exporter à la fois en Australie et sur d'autres territoires. Aujourd'hui, la question c'est le financement de ce premier site pilote. On a fait des premières demandes de subventions, Province Sud, Nouvelle-Calédonie, Agence de la biodiversité. C'est des sujets qui sont en cours d'examen. Pour l'instant, on a eu quelques retours négatifs, mais on espère que ça verra le jour en 2026. Et on espère pouvoir, lors de la prochaine conférence, vous présenter les résultats de terrain entre Boulou-Paris et Bourail. On a quelques zones qui ont été identifiées autour du parc des Grandes Fougères et de sites de mangroves. Comment faire en sorte de les protéger de certains risques d'incendie. Voilà. Un grand merci Philippe. Merci beaucoup. Alors peut-être première question, on comprend que c'est une ONG, hein, c'est bien ça, donc avec 98 membres. Finalement, pourquoi le choix d'une ONG ? Là, c'est pratiquement aussi peut-être un modèle économique de start-up. Alors oui, on s'est longtemps posé la question pourquoi pas start-up et pourquoi ONG. Ça nous aurait coûté beaucoup moins cher de monter une start-up que de monter une ONG, tout simplement grâce au crédit impôt recherche, auquel les ONG sont exclues, tout simplement. Donc les 30 millions de développement, il y aurait une partie qui nous aurait été remboursée par la DSF. La raison pour laquelle on s'est monté en ONG, c'est que tout simplement c'est une mission à but non lucratif, c'est une mission d'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est un marché qui n'existe pas. C'est une technologie qui n'existait pas. Et quand on s'est lancé dans le projet en 2019-2020, il y avait 90 à 95% qu'on échoue dans le développement, qu'on échoue dans le projet. Et ça a été grâce à cette mission à but non lucratif qu'on a réussi à mobiliser 10 pays, 98 membres, des universités comme l'université d'Hawaï, l'université de Tasmanie, ou je pense à l'université de Melbourne.
Et peut-être autre question, tu parlais d'une entreprise quand même, VT Rover, c'est ça, avec un parc de 500 à 1000 robots. Là, c'est finalement une entreprise. C'est ça. Ils sont juste partenaires de l'ONG. Aujourd'hui, c'est notre industriel avec Roboetics. Donc, on a 2 industriels. VT Rover est spécialisé dans des robots qui gèrent des vignes ou des projets de stations, des fermes photovoltaïques, faire des entretiens. Mais en milieu extrême, le robot ne savait pas le faire. Et le robot qu'on a développé, nous, on en est propriétaire. Ça doit être notre industriel. La conception de ce robot-là, c'est quelque chose dont on est garant. Pour une chose, c'est qu'on puisse le rendre open source à terme et que n'importe quel territoire puisse s'en saisir si demain la Guyane française, d'autres territoires veulent le lancer, qu'ils n'aient pas besoin de nous. C'est qu'ils puissent taper dans notre recherche et que la recherche collective puisse avancer. Initialement, OpenAI, ChatGPT, c'était un projet open source. Voilà, malheureusement, ça a été dérivé dans une mission à but lucratif. Nous, l'objectif, c'est vraiment que ça reste open source. Et on travaille sur plusieurs innovations. On a ce projet-là. On travaille sur le recyclage du plastique en hydrogène avec des systèmes de réacteurs. Lors du déplacement en Europe, on est allé voir nos partenaires. Donc, on travaille une fois plus sur le développement de plusieurs innovations pour les rendre open source, monter des sites pilotes et derrière que le monde économique ou les collectivités s'en saisissent. Voilà. Est-ce qu'il y a une question pour Philippe dans la salle pour y voir plus clair? Peut-être des lieux à bêta-tester. On a entendu qu'il y avait Boulou, Paris ou La Foix. Peut-être qu'il y en aurait d'autres, à Wallis ou ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Combien coûte le robot? Combien coûte le robot? C'est un vrai sujet pour la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, le robot à concevoir en termes d'industrialisation, arrivé en Nouvelle-Calédonie, coûte à peu près entre 20 et 22 000 euros. Donc c'est le sujet. Et en fait, on a, lors de notre participation à Vivatech, on a signé un protocole d'accord avec VT Rover pour qu'ils viennent investir en Nouvelle-Calédonie, monter une usine de conception de ces robots en Calédonie, parce que l'un des vrais sujets, donc c'est un protocole d'à peu près entre 150 à 600 millions d'investissements dans les 5 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la façon de concevoir les moules, donc la coque, qui est aujourd'hui notre grand enjeu, parce qu'en fonction des zones, on aurait besoin de construire des coques qui soient différentes. Aujourd'hui, ce sont des moules industriels qui coûtent une fortune à produire. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir passer via de l'impression 3D et pouvoir faire de la production à la demande en fonction des sites qu'on veut traiter. Je donne un exemple, il y a certains endroits où il y a des ravines, on aimerait pouvoir lui créer des systèmes d'ailes qui lui permettent d'avoir un système de gravité encore plus basse, mais à la fois il le faut suffisamment haut en termes de taille de roue. Pourquoi? Parce que ça peut être des zones inondables et notre moteur est à 9-10 cm de hauteur, donc parfois on aurait besoin de le remonter. Et toutes ces adaptations en fonction des différents terrains, aujourd'hui c'est impossible et on ne peut pas le faire dans notre modèle industriel actuel, c'est pour ça que ça coûte cette fortune. On espère à terme pouvoir faire baisser le prix du robot à peu près entre 12 et 15 000 euros au lieu des 22 actuels. Et entre le prix du robot et son autonomie, c'est là que le coût d'entretien à l'hectare pourra arriver à terme entre 70 et moins 80%. Un grand challenge, Christophe. J'ai une question, et après ça j'ai une extension pour la géomatique. C'est il y a donc sur le robot, il est boosté à l'IA, c'est-à-dire qu'il embarque une payload, enfin une charge logicielle embarquée sur le robot. C'est ça. Et la partie justement conception de l'ordinateur, on va dire ça comme ça, qui est embarqué sur le robot. Vous avez fait ça comment en fait? C'est quel montage qui permet de faire ça? Tout a été imprimé. Donc c'est un système d'impression 3D qui nous a permis en fait aujourd'hui d'imprimer une partie des cartes. Ouais. Et le plus gros enjeu qu'on a eu, c'est de dire que quand vous mettez un logiciel en plein soleil toute la journée, le problème c'était à la fois un problème de chauffe, donc on a un système de ventilation qui s'alimente à la fois par le déplacement du robot, mais également par l'air ambiant. Et on a un deuxième enjeu, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui n'y avait pas en métropole, qu'il a fallu vraiment traiter, c'est une condensation qui se passait sous le panneau solaire, qui crée du coup des risques de destruction de l'ordinateur et donc des vrais risques d'exploitation en Nouvelle-Calédonie. Et là, on est parti sur un système le plus low-tech possible. On a des systèmes de matelas qui sont installés, qui ont une capacité d'absorption extraordinaire. Et pareil, pendant à peu près jusqu'à 10 à 11 mois, avec différents taux d'ensoleillement, le robot peut rester sur site. Et donc, c'est un
matelas à changer tous les 10 mois. Donc aujourd'hui, c'est notre premier enjeu d'autonomie, et donc on espère trouver une solution qui, à terme, peut-être nous permettra d'avoir un robot à maintenir tous les 13 à 14 mois. Alors, je voulais rebondir là-dessus parce que embarquer une AI sur un device ou sur un mobile, l'instrument de captage, évidemment, de capteur, c'est la clé du développement de tout ça. Aujourd'hui, quand on se connecte à des archives d'images satellitaires, quand on fait tourner des constellations de satellites, on est hyper inefficace quand on est en bout de chaîne à essayer de détecter des choses sur les images, puisque il y a des teraoctets de données qui ont dû être captées, puis descendues, puis stockées, puis analysées, puis tout ça. Là, vous n'avez pas ce problème, vous ne discutez pas avec un data center pour vous mesurer la taille la pousse du végétal directement sur la machine elle-même, et à la limite, ce que vous diffusez ou récupérez après comme données, c'est la donnée déjà raffinée, c'est-à-dire déjà labellisée. Déjà labellisée, plus que labellisée, déjà caractérisée, effectivement. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, ce sur quoi travaille l'industrie d'observation de la Terre, c'est désormais, et ESRI, on en fait partie, puisqu'on est partie prenante d'un projet européen qui s'appelle Xupol, qui est une start-up espagnole qui va lancer sa première constellation peut-être d'ici 18 mois, c'est des satellites qui embarquent directement dans leur payload le logiciel de traitement de l'information et qui est tasqué pour répondre à une question précise. C'est ça. De la même façon, j'ai l'exemple un peu moins éthique et un peu moins sympa que le vôtre, qui est que désormais en Ukraine, côté ukrainien, vous avez des collaborations avec notamment l'armée française, où vous avez des drones d'observation qui envoient des images à des postes de commandement, mais qui détectent des cibles, qui caractérisent des cibles et qui renvoient la coordonnée de la cible pour que le feu du canon César de l'autre côté il se fasse en moins de 2 secondes après décision humaine. Donc là, il y aura vraiment, dans l'observation de la Terre, le capteur LIDAR de Fabien, il sera dans quelques années capable d'envoyer directement de l'information extraite du nuage de points pour caractériser ce qu'on cherche. Et évidemment, juste pour finir par rapport à ce que vous avez montré, parce que je ne vais pas prendre tout votre temps, mais c'est génial au sens où moi ça me fait penser aux drones d'Interstellar. Vous avez vu Interstellar ? Il y a les drones agricoles qui tournent autour de la planète. Ils sont là, ils tournent. Ils étaient là pour observer le terrain, mais les gens après ça, ils essayent de les descendre pour récupérer des composants. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que vous avez des objets autonomes qui ont leur propre intelligence et qui vont renvoyer de la donnée raffinée efficace. Donc c'est hyper efficace comme système. Bravo. Et on a un dernier point pour limiter justement ces questions d'ordinateur. Ça passe également par nos stations de recharge. Une station de recharge peut gérer jusqu'à peu près 3 robots. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un système master et un système satellite. On a un robot master qui va embarquer l'intelligence, qui va venir vider une partie de sa donnée. Et donc les autres robots vont venir la récupérer, traiter différemment. Donc on n'a pas besoin d'avoir la force de calcul dans l'ensemble des robots. Mais c'est quelque chose qu'on est en train aujourd'hui de gérer 1 sur 2, 1 sur 3. On espère à terme, pareil, limiter ces reproductions d'ordinateurs. En tout cas, bravo Philippe, en tout cas pour soutenir cette innovation. Je crois qu'on est toujours fiers en Nouvelle-Calédonie de voir des personnes qui arrivent avec des projets et qui, en plus, le font en réseau et en bonne intelligence. Donc, on te souhaite de trouver d'autres soutiens pour que ce projet voit le jour. Voilà, merci en tout cas. Merci à tous. Et je vais vous proposer de faire une petite pause de 20 minutes, pause café. On se retrouve tout à l'heure.